Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Il y a des jeux de civilisation qui racontent l'histoire de l'humanité, à travers les cartes du monde, des armées, des territoires que l'on conquiert ou que l'on perd. Et puis il y a ceux qui prennent un chemin un petit peu différent. Ashen Ember fait clairement partie de cela. Je n'ai pas de boîte entre les mains, car j'ai reçu un prototype pour reparler de ce jeu. L'illustration de la boîte apparaîtra. Le jeu a connu une campagne de financement Kickstarter qui a été financée. Vous aurez en description le lien de la vidéo pour aller voir ça. Il y a un late pledge qui est possible. Dans Ashen Ember, votre civilisation ne s'étend pas sur une carte. Elle se construit couche après couche, sous forme de ville faite de piles de cartes. Au début de la partie, tout est encore fragile. Une petite ville, quelques cartes simples et beaucoup de possibilités devant soi. Mais très vite, les choses commencent à évoluer. Les villes s'agrandissent, de nouvelles apparaissent, les actions deviennent plus nombreuses. Et chaque décision commence à avoir de plus en plus de poids. Car au fil des ères, votre civilisation ne fait pas que progresser, elle doit aussi survivre. Et c'est là que le jeu devient vraiment intéressant autour de la table. À la fin de chaque ère, il y a une catastrophe. Et si certaines de vos cartes ne sont pas protégées, elles peuvent tout simplement disparaître. Ce qui veut dire qu'une partie du jeu consiste à développer un moteur d'action, à construire des villes efficaces, mais à anticiper ce qui pourrait disparaître. Ce qui mérite d'être protégé est ce qu'on est prêt à perdre. Ashen Ember est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 4 à 160 minutes, en fonction de ce qui se passe autour de la table et du nombre de joueurs. Le jeu est conçu par David Falade et Acebo, c'est un jeu à partir de 14 ans, et il est édité par David Games. Ce qui est également intéressant, c'est que chaque carte sur les 500 du jeu possède une petite note historique. Le jeu reste centré sur un système assez clair. Construire des villes, activer leur action, protéger ce qui est nécessaire, et essayer de faire évoluer sa civilisation jusqu'à la fin de la partie. C'est un jeu qui propose une vision assez particulière de l'histoire. On ne cherche pas forcément à reproduire des événements ou des civilisations réelles, l'idée est plutôt de montrer un cycle, construire, s'adapter, subir des crises, reconstruire autrement, et continuer à avancer malgré tout. Alors installez-vous et voyons si votre civilisation pourra traverser les siècles, ou finir en cendres dans l'histoire. Allez, on va voir comment ça se passe. Après cette mise en contexte, on va maintenant prendre le temps de regarder le jeu de plus près. On parlera de la mise en place afin de comprendre comment tout s'organise sur la table avant de commencer. Comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup d'éléments, ça va avoir beaucoup de place, donc les choses vont bouger au fur et à mesure de l'explication, mais vous aurez une idée de comment fonctionne le jeu. On parlera du cœur du jeu avec l'explication des règles, la construction des villes, le fonctionnement des actions, les catastrophes qui rythment les airs et les différentes manières de développer sa civilisation. Mais on abordera également le mode solo. Puis à la fin de la vidéo, je vous partagerai mon ressenti après plusieurs parties, pour voir ce que le jeu propose vraiment autour de la table. Commençons par la mise en place. La mise en place s'organise les différentes aires du jeu. Vous allez préparer les paquets de cartes nécessaires et distribuer à chaque joueur ses premières cartes. Les grandes cartes représentent les différentes périodes de l'histoire et servent de repères visuels pour suivre la progression de la partie. Vous avez donc 5 grandes cartes qui représentent les 5 périodes. Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, Âge des découvertes, ère moderne. Ces cartes servent à visualiser les différentes phases de la partie. Même si ce n'est pas obligatoire, vous pouvez les placer côte à côte afin de former une frise chronologique continue. Ensuite, vous prenez ces grandes cartes, qui sont les cartes catastrophes, et vous en placez une sous chaque autre grande carte qui correspond à l'ère. C'est-à-dire que une catastrophe R2, une catastrophe R1, 2, et ainsi de suite. Ensuite, vous allez prendre ces cartes, qui sont les cartes merveilles, et toujours sous chaque grande carte, vous placez le nombre de cartes dépend du nombre de joueurs. Vous en placez un nombre égal au nombre de joueurs moins 1. Par exemple, lors d'une partie à 2 joueurs, j'en ai mis une pour chaque. Les cartes sont bien entendu placées face cachée. Ensuite, vous prenez les cartes résilience. Et sous chaque catastrophe, vous allez en placer. Le nombre de cartes est égal au nombre de joueurs. Toutes ces cartes sont placées face cachée. Chaque ère possède son propre paquet de cartes chroniques. Vous mélangez les 5 paquets chroniques d'ère, puis placez chacun d'eux au-dessus ou en dessous de la carte qui correspond à son ère. Ensuite, vous allez prendre au hasard une carte achievement que vous placez face visible sur la table. Ensuite, sous cette carte, vous placez autant de cartes scoring que le nombre de joueurs. Ces cartes portent le même nom que l'achievement. Vous voyez, We Made Contact, We Made Contact. Elles sont placées au hasard et face visible. Sous chacune de ces cartes, vous placez une carte civilisation. Entre certaines aires, vous allez placer des cartes Decisive Moment. Vous placez une carte au hasard, face visible, entre l'ère 2 et 3, l'ère 3 et 4, et l'ère 4 et 5. Ici, vous avez les cartes Accomplissement, le paquet H et le paquet DS. Je vais faire un petit peu de place pour que ça soit plus clair maintenant. Ensuite, chaque joueur reçoit 2 cartes. Une carte Fire, une carte Ember. Chaque joueur place ces 2 cartes devant lui. La carte Fire au-dessus, la carte Ember en dessous, comme ceci. Ces 2 cartes forment la première ville du joueur. Ensuite, chaque joueur reçoit 2 cartes Foresight. Il en choisit une et défausse l'autre. Les cartes Foresight défaussées sont ensuite mélangées dans le paquet. Foresight, ce paquet est ensuite placé face cachée à portée des joueurs sur la table.
Pour terminer la mise en place, vous choisissez un premier joueur au hasard. Ce joueur reçoit la carte premier joueur et devient le premier joueur de la partie. Ashen Ember est un jeu de civilisation qui traverse 5 ères de l'humanité: la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'âge des découvertes et l'ère moderne. La partie se déroule sur 5 manches, et chaque manche correspond à une ère. Pendant la partie, les joueurs peuvent développer leur civilisation en créant des villes et en acquérant de nouvelles cartes qui permettent d'activer des actions, de produire des ressources et de protéger leur civilisation face aux catastrophes. Dans ce jeu, une ville est représentée par une pile de cartes. Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle carte à une ville, elle est placée au-dessus de la pile. Point très important, seule la carte au sommet peut être activée. Au fil de la partie, vous allez construire plusieurs villes. Et plus vous avez de villes, plus vous pouvez activer d'actions différentes et combiner leurs effets. Cependant, développer beaucoup de villes représente un risque important. À la fin de chaque ère, une catastrophe frappe. Si vos cartes importantes ne sont pas correctement protégées, elles seront détruites et se transformeront en cendres. Pour éviter cela, vous devez acquérir certaines cartes capables de protéger vos cartes les plus précieuses. Parmi toutes vos cartes, une carte est particulièrement précieuse, la carte Ember. Chaque joueur possède cette carte dès le début de la partie. Elle symbolise la résilience de votre peuple à travers le temps. Si vous réussissez à la protéger et à développer votre civilisation intelligemment, votre carte Ember pourra générer des points vers la fin de la partie. Ce moment correspond au grand accomplissement de l'humanité décrit sur la carte Achievement. Comme cet objectif est visible dès le début du jeu, vous pouvez planifier votre stratégie autour de lui. Plusieurs éléments permettent de marquer des points pendant la partie. Vous gagnez 1 point pour chaque accomplissement que vous possédez. A l'inverse, vous perdrez 1 point pour chaque. Les accomplissements et les morts. Pour chaque mort que vous n'avez pas réussi à éliminer. Les cartes scoring combinées à votre carte Ember permettent de gagner des points à la fin de la partie. Mais ce ne sont pas les seules sources de points. Vous pouvez également en gagner grâce aux cartes merveilles que vous obtenez pendant la partie, en réussissant également à faire correspondre les moments décisifs entre les ères, ces cartes-là, et en résistant aux catastrophes. La partie se déroule donc sur 5 manches, chacune représentant une ère historique. Chaque ère possède son propre paquet de cartes. Le paquet préhistoire contient surtout des cartes simples, généralement liées à des actions basiques ou à des ressources. Mais à mesure que les ères avancent, les cartes deviennent de plus en plus complexes. Chaque manche suit une structure précise composée de plusieurs phases qui s'enchaînent toujours dans le même ordre. Tout commence par la phase de revenu, puis vient la phase d'action. Une fois que tous les joueurs ont passé, certaines étapes supplémentaires peuvent se produire selon l'ère en cours. Pour l'ère 1, elle suit la séquence suivante. Une phase de revenu, une phase d'action, les cartes H sont défaussées, une phase de catastrophe. Les ères 2, 3 et 4, elles ont une structure légèrement plus longue. Une phase de revenu, une phase d'action, les cartes H sont défaussées, phase de catastrophe, résolution d'un moment décisif. Et l'ère 5, quant à elle, se déroule ainsi. Une phase de revenu, une phase d'action, la carte Achievement peut être résolue, les cartes H sont défaussées, puis la fin de la partie. Après la phase de revenu, il y a une phase d'action. Les joueurs jouent à tour de rôle, en commençant par le joueur qui possède la carte, premier joueur, puis en continuant dans le sens aiguille d'une montre. Pendant son tour, un joueur peut revendiquer une carte, puis effectuer autant d'actions qu'il le souhaite. À la fin de son tour, un joueur peut choisir de passer. Lorsqu'un joueur passe, il ne joue plus de tour jusqu'à l'ère suivante. La manche continue jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. À ce moment-là, la manche se termine et tous les joueurs défaussent leur carte H. À la fin des 4 premières ères, une catastrophe se produit. De plus, durant la phase 2, 3 et 4, il y a un moment décisif, comme je vous disais. Pendant la 5e et dernière ère, un événement particulier peut se produire. Dès que la dernière carte de scoring est revendiquée, la carte Achievement se déclenche. Lorsque tous les joueurs ont passé pendant cette ère, la partie prend fin. Pendant la phase de revenu. Chaque manche commence par la phase de revenu. C'est à ce moment que les joueurs obtiennent des cartes en fonction de la taille de leur civilisation. Au début de chaque phase de revenu, plusieurs cartes sont révélées. Pour les ères 1 à 4, vous révélez la catastrophe. Pour les ères 1 à 4 également, vous révélez la carte résilience, ainsi que pour les ères 1 à 5, les cartes merveilles. Toutes les cartes sont en phase visible. Lors des ères 2, 3, 4 et 5, chaque joueur prépare toutes ses cartes d'action. Concrètement, cela signifie que les cartes sont remises à la verticale, prêtes à être épuisées à nouveau. Si un joueur possède toujours sa carte Ember dans ses villes, il pioche 2 cartes. Il les pioche du paquet chronique de l'ère en cours. Ensuite, le joueur pioche un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans cette ville, avec un maximum de 4 cartes. Là, ma ville est de 3 cartes. Il choisit une carte parmi celles piochées, avec un maximum de 4 cartes possibles. Toutes les autres cartes sont défaussées. Même si une ville contient plus de 5 cartes, le joueur pioche toujours seulement 4 cartes, puis en garde une. Si un joueur possède plus de 4 villes, il va en sélectionner seulement 4 lors de sa phase de revenu. Seules ces villes génèrent alors des cartes. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur revenu, la phase d'action commence. Elle débute toujours avec le joueur qui possède la carte premier joueur. Pour revendiquer une carte, commencez par gérer la carte premier joueur.
Si vous la possédez, vous devez la mettre au centre de la table, afin qu'elle soit de nouveau disponible pour tout le monde. Si vous ne la possédez pas et qu'elle est encore disponible au centre, vous pouvez la prendre. Vous pouvez revendiquer une carte Wonder, une carte Résilience, une carte de Scoring. Pour prendre cette carte, vous devez payer son coût. Le coût est indiqué dans le coin supérieur gauche et vous devez défausser les cartes indiquées. Ces cartes doivent provenir de vos villes. Vous pouvez les prendre dans n'importe quelle ville ou combiner des cartes provenant de plusieurs villes. Une fois le coût payé, la carte revendiquée doit être jouée immédiatement. Elle est placée dans l'une de vos villes, soit au sommet, soit en bas. Pendant la dernière ère, une situation particulière peut se produire. Si la dernière carte Scoring a été revendiquée, alors la carte Achievement est immédiatement résolue. Après avoir revendiqué une carte, vous devez effectuer une ou deux actions. Vous pouvez répéter la même action si vous le souhaitez. Vous pouvez jouer une carte depuis votre main, dans l'une de vos villes. La carte peut être placée au sommet de la pile, au-dessus des autres cartes, ou en bas de la pile, sous les autres cartes. Lorsque vous empilez des cartes, assurez-vous que les icônes situées en bas restent visibles. Vous pouvez épuiser la carte située au sommet de la ville. Pour cela, vous la mettez sur le côté. Cela vous permet d'effectuer l'action ou les actions indiquées sur la carte. Toutes les actions indiquées sont obligatoires. Une fois épuisée, une carte ne peut plus être épuisée de nouveau avant l'ère suivante. Si une carte est déplacée ou remplacée par une carte H, elle reste épuisée. Vous pouvez créer une nouvelle ville. Pour cela, vous défaussez deux cartes régulières provenant de vos villes. Puis vous prenez une autre carte régulière de vos villes. Cette carte devient la première carte d'une nouvelle pile, ce qui crée une nouvelle ville. Vous pouvez déplacer une carte entre vos villes. Vous pouvez effectuer une action. Pour effectuer cette action, vous défaussez une carte provenant de vos villes, puis vous choisissez une autre carte de vos villes. Cette carte doit être déplacée vers n'importe laquelle de vos villes, y compris celle dont elle provient. La carte déplacée peut être placée à n'importe quel endroit dans la pile de la ville de destination. À la fin de votre tour, vous pouvez choisir de passer. Lorsque vous passez, vous ne pouvez plus jouer pendant cette ère. Vous prenez la carte First Player si elle est encore disponible. Les cartes que vous défaussez représentent les ressources et les personnes mobilisées par votre civilisation. Elles peuvent symboliser plusieurs choses, des envoyés envoyés vers des terres lointaines pour apprendre, des chercheurs explorants, des savants anciens, des architectes formés pour construire des monuments. Sur certaines cartes, vous trouverez des symboles d'action, suivis de nouvelles actions identiques. Ce sont des actions gratuites. Elles ne sont pas précédées d'un coup, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de défausser de cartes pour les effectuer. Les cartes chroniques constituent le cœur du jeu. Elles représentent les actions, les ressources et les développements de votre civilisation. Vous trouverez plusieurs éléments importants. Il y a un coût, un type et un effet. Par exemple ici, c'est le coût. Vous devez défausser une carte. Ici, vous avez l'effet. Encore ici, par exemple, vous devez défausser une carte et une carte avec ce symbole-là. Quand vous faites cela, quand vous défaussez ces cartes-là, vous devez les défausser depuis votre ville pour pouvoir obtenir la carte. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux récupérer cette carte-là lorsqu'elle est disponible, de ma ville, je dois défausser deux cartes ayant ce symbole-là. Le coin inférieur gauche indique le type de carte. Donc ici, ce sont les cartes merveille. Ici, une carte merveille, mais ce symbole-là, c'est aussi des cartes qui peuvent être épuisées. Les cartes scoring, elles peuvent être revendiquées en fin de partie pour générer des points. Lors de la dernière ère, les cartes Amber permettent de recevoir des cartes supplémentaires. C'est des cartes de protection également. Comme je vous disais, une ville est une pile de cartes. Lorsque les cartes sont empilées, la partie inférieure de chaque carte doit rester visible. Ainsi, les informations en bas des cartes restent consultables. Par exemple, une ville peut être composée de 4 cartes, comme je vous ai montré. Les cartes Death, elles, ne sont pas des cartes comme les autres. Les cartes Death, c'est moins un point en fin de partie. Une carte H disparaît à la fin de l'ère. Une carte Accomplishment vaut un point. Les cartes qui possèdent un bouclier, dans le coin inférieur gauche, ce sont les cartes de protection. Cette icône indique que la carte protège la carte située immédiatement en dessous d'elle, pendant la phase de catastrophe. Si la carte protégée est ciblée par une catastrophe, elle ne brûle pas, elle n'est pas remplacée par une carte H. Cette protection fonctionne même si la carte protégée est une carte Death. Les cartes situées au sommet d'une ville peuvent être activées si c'est une carte action. Activer une carte signifie l'épuiser comme je vous ai montré. Lorsque vous épuisez une carte, tout ce qui est écrit au centre de la carte doit être appliqué obligatoirement. Toutes les actions doivent être faites de haut en bas, puis de gauche à droite. Si vous ne pouvez pas effectuer l'une des actions, vous ne pouvez pas épuiser la carte. Certaines cartes peuvent avoir un trait dans le centre inférieur. Humaniste, expansionniste, ce genre de choses. Ces traits sont utilisés uniquement lorsque vous jouez avec les cartes codex. Certaines cartes du jeu sont plus grandes. Vous avez les cartes catastrophes et les cartes achievement. Les cartes catastrophes indiquent les actions que tous les joueurs doivent résoudre à la fin d'une ère. C'est indiqué ici. La première action indiquée sur une carte catastrophe est toujours la même. Chaque joueur doit prendre une carte Death. Les actions suivantes indiquent quelles cartes sont ciblées et doivent brûler si elles ne sont pas protégées. En dessous des cartes catastrophes, certaines cartes peuvent être revendiquées au début de votre tour. Les cartes Résilience et les cartes Wonder. Pour prendre une de ces cartes, vous devez défausser les cartes indiquées dans le coin supérieur gauche, ici. Ça peut être un symbole précis ou une carte régulière quelconque. Les cartes Achievement fonctionnent de manière similaire aux cartes catastrophes, mais avec deux différences importantes. La carte est résolue immédiatement lorsque la dernière carte est revendiquée. Cette résolution a lieu juste après que le joueur qui l'a revendiquée l'ait jouée. Lorsque vous revendiquez une carte liée à l'achievement, vous prenez une paire de cartes. Chaque paire contient un scoring spécifique
à l'achievement, une carte civilisation. Vous devez choisir l'une des deux cartes et défausser l'autre, et les retirer du jeu. Le coût pour revendiquer cette paire est indiqué dans le coin supérieur gauche de la carte scoring, ici. Ce coût reste identique, même si vous choisissez de garder la carte civilisation plutôt que la carte scoring. Lorsque les cartes achievement sont résolues, les joueurs reçoivent généralement des cartes accomplishment. Il est préférable de pouvoir les stocker sans provoquer d'effondrement. Dès que les joueurs ont passé, la phase de catastrophe commence. La première étape consiste à défausser toutes les cartes H, puis ensuite on résout la carte catastrophe en appliquant les actions indiquées sur la carte. À chaque résolution de catastrophe, les joueurs reçoivent une carte Death. Lorsque vous recevez une carte Death, vous devez la placer dans une ville qui n'en contient pas encore. Si toutes les villes en possèdent une, vous devez choisir n'importe quelle ville. Une carte Death est placée comme une carte normale, soit au sommet, soit en bas. À l'exception des catastrophes de la préhistoire, toutes les catastrophes ciblent les cartes qui touchent une carte Death. Elles peuvent aussi cibler d'autres cartes selon les indications de la catastrophe. L'autre action Burn est indiquée, accompagnée d'une description des cartes concernées. Vous avez cette tête de jeu qui vous permet de tout vous rappeler et de reconnaître tous les symboles. Les cartes H, quant à elles, représentent des ressources particulières. Ce sont des cartes régulières que vous pouvez utiliser normalement. Cependant, elles disparaissent à la fin de l'ère. Il est donc préférable de les utiliser rapidement. Si une carte est ciblée par la catastrophe et n'est pas protégée, elle se transforme en cendre. Concrètement, elle est remplacée par une carte H. Si une carte Death est ciblée par un effet de brûlure, elle n'est pas remplacée par une H. Une Death reste toujours une Death. Certaines cartes possèdent une icône bouclier liée à une action spéciale. Si une telle carte se trouve au sommet de votre ville, elle peut être activée pendant la catastrophe. À la fin des ères 2, 3 et 4, la carte Decisive Moment correspondant à cette ère est résolue. La résolution se fait dans l'ordre des joueurs, en commençant par celui qui possède la carte premier joueur. Chaque carte Decisive Moment comporte deux parties. On résout toujours la gauche en premier, puis la droite. Chaque joueur peut choisir d'effectuer une seule fois la liste d'actions indiquées dans la partie gauche. Cette étape est optionnelle. Cependant, si un joueur décide de la réaliser, il effectue toutes les actions indiquées. Cette partie permet souvent de se débarrasser d'une carte Death. La partie droite permet de déterminer les joueurs qui remportent cet objectif. Les joueurs qui réussissent cette carte peuvent choisir une récompense. Soit une carte Foresight, soit une carte Accomplishment. Pour prendre une carte Foresight, le joueur doit piocher 2 Foresight, en garder une, puis place l'autre sur le paquet. Les cartes Foresight sont résolues en fin de partie. Lors de la résolution de la partie de droite, les égalités sont favorables aux joueurs. Si plusieurs joueurs remplissent la condition, ils reçoivent tous la récompense. Lorsque tous les joueurs ont passé pendant la dernière ère, la partie se termine. Si toutes les cartes de scoring ont été revendiquées, les joueurs révèlent leur carte Foresight. Si toutes les cartes achievement n'ont pas été revendiquées, par contre, ils doivent les défausser. Enfin, chaque joueur regarde les cartes Death qu'il possède. Pour chaque carte Death, le joueur doit défausser cette carte et défausser également une carte Accomplishment s'il en possède une. Une fois toutes les étapes terminées, les joueurs comptent leurs points. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Les points, c'est ce symbole-là, ou là encore, par exemple. Le jeu peut également être joué en solo, avec une seule différence. Lors de la mise en place, placez une carte Wonder à chaque ère, au lieu de 0. La carte First Player n'est pas utilisée. En mode solo, la partie droite des cartes Decisive Moment est ignorée, seule la partie gauche est utilisée. Si vous ne réalisez pas, ou ne pouvez pas réaliser la partie gauche de Decisive Moment pendant la partie, vous perdez immédiatement. Pour gagner une partie solo, 3 conditions doivent être remplies à la fin du jeu. Vous devez avoir au moins 15 points. La carte de scoring de la dernière ère doit avoir été revendiquée. La partie gauche de chaque Decisive Moment doit avoir été réalisée. Si ces conditions sont remplies, vous remportez la partie. Avant de passer à mon avis, une petite parenthèse rapide. Si la vidéo vous a aidé à découvrir ce jeu, que ce soit pour comprendre des mécaniques ou pour voir si l'expérience peut vous plaire, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Un like, un abonnement ou même simplement un commentaire pour partager votre ressenti sur le jeu, ça aide énormément la vidéo à vivre et à toucher d'autres joueurs curieux de découvrir de nouveaux jeux de société. Et maintenant que tout est posé, on va prendre un peu de recul et voir ce que le jeu donne réellement autour de la table. Quand on découvre Ashen Ember pour la première fois, on a vu la sensation d'être face à un jeu de civilisation qui a choisi une approche très unique. Il ne cherche pas à reprendre une carte du monde, ni à simuler des conquêtes ou des expansions territoriales. Toute l'histoire de votre civilisation va se dérouler dans un espace beaucoup plus intime. Vos villes, qui prennent la forme de piles de cartes, et cette idée finalement assez simple, devient rapidement le cœur de toute l'expérience. Dès les premiers tours, on sent une forme de progression assez naturelle. On part de quelque chose de très modeste. Quelques cartes, une première ville, des actions assez basiques. Puis petit à petit, on voit sa civilisation se structurer. Les villes s'étoffent, de nouvelles apparaissent. Les actions deviennent plus variées et les combinaisons possibles se multiplient. Ce développement progressif fonctionne très bien autour de la table, parce qu'il donne une impression d'une évolution organique. On n'a pas l'impression de simplement empiler des cartes pour optimiser un moteur, on a plutôt le sentiment de construire quelque chose qui grandit au fil des ères. Le rythme du jeu contribue aussi beaucoup à ce ressenti. Chaque ère suit une structure assez claire. Une phase de revenu, une phase d'action pendant laquelle les joueurs vont progressivement construire, ajuster, déplacer ou activer leurs cartes. Et tout au long de cette phase, une tension discrète mais constante s'installe. Parce que tout le monde sait qu'une catastrophe arrive à la fin de l'ère. Ce système de catastrophe est probablement un des éléments les plus marquants du jeu. Il crée une dynamique intéressante. Développer sa civilisation est important. Mais il faut aussi penser à sa survie. Certaines cartes peuvent protéger celles qui se trouvent en dessous. Certaines stratégies permettent d'absorber les pertes. Et parfois, il faut simplement accepter que certaines parties de sa civilisation disparaissent pour mieux repartir. Ce mécanisme apporte une dimension presque narrative à la partie. On voit ses villes évoluer, perdre des éléments, se reconstruire autrement. Cela donne au jeu une vraie personnalité. L'ambiance est généralement assez concentrée, mais dans le bon sens du terme.
Les joueurs observent leur ville, réfléchissent à l'ordre dans lequel jouer leurs cartes, anticipent les catastrophes ou les moments décisifs. On n'est pas dans un jeu bruyant ou très conflictuel, l'expérience est plutôt contemplative et stratégique. Chacun construit son histoire, mais tout le monde évolue dans le même cadre temporel, avec les mêmes événements qui vont ponctuer la partie. La cohérence entre les mécaniques et le thème fonctionne particulièrement bien. Le principe de ville, en pile de cartes, donne une image très claire. Une nouvelle construction vient de se poser au-dessus des anciennes. Certaines innovations rendent les précédentes obsolètes. Certaines protections permettent de préserver ce qui se trouve en dessous. Même les catastrophes, qui transforment les cartes en cendres, participent à cette idée d'un monde qui évolue et se transforme. La carte Ember est un bon exemple de cette cohérence. Elle est présente dès le début de la partie et symbolise la résilience de votre peuple à travers le temps. La protéger et l'utiliser intelligemment devient un fil conducteur stratégique. C'est une mécanique simple, mais qui donne une direction très claire à votre développement. On n'est pas simplement en train d'accumuler des cartes, on cherche à préserver et à valoriser un héritage. Les décisions stratégiques, elles sont nombreuses, mais elles restent assez lisibles. L'un des premiers choix concerne la manière dont on construit ces villes. Faut-il concentrer beaucoup de cartes dans quelques villes surpuissantes, ou au contraire multiplier les villes pour avoir plus d'actions possibles? Chaque approche a ses avantages. Les grandes villes permettent souvent des revenus plus importants, mais elles deviennent aussi des cibles plus visibles pour certaines catastrophes. Les petites villes, elles, offrent plus de flexibilité. Il y a aussi la question du timing. Quand revendiquer certaines cartes avant les autres joueurs, quand utiliser une action plutôt que de la garder pour plus tard, quand passer pour sécuriser la carte de premier joueur. Ces choix donnent au jeu une profondeur stratégique réelle. L'accessibilité est plutôt bien gérée. Au départ, le jeu peut impressionner par un nombre de symboles, de petits systèmes qui s'entrecroisent. Mais une fois la logique des villes et des actions comprises, l'ensemble devient assez naturel. Les premières cartes sont relativement simples, ce qui permet de se familiariser progressivement avec les mécaniques avant que les effets les plus complexes apparaissent dans les aires suivantes. Quand l'apprentissage est donc assez douce, la première partie sert souvent à comprendre comment les catastrophes fonctionnent et comment organiser ces villes. Ensuite, les parties suivantes deviennent beaucoup plus fluides et on commence à voir apparaître des stratégies plus élaborées. La rejouabilité est aussi l'un des points intéressants du jeu. Chaque partie démarre avec une carte achievement différente, ce qui influence la manière dont les points seront marqués à la fin. Les cartes chroniques, elles, offrent une grande variété d'effets. Même si certaines se répètent, les illustrations et les cartes donnent toujours l'impression d'explorer de nouvelles possibilités. Le mouvement décisif, entre certaines aires, apporte également des variations dans le déroulement. Il crée des petites parenthèses stratégiques où les joueurs peuvent obtenir des récompenses supplémentaires. Ashen Ember s'adapte particulièrement bien aux joueurs qui aiment les jeux de stratégie à base de cartes et de construction progressive, ceux qui apprécient optimiser un système, anticiper les événements futurs et voir leur civilisation évoluer au fil de plusieurs étapes historiques. C'est un jeu qui fonctionne bien avec des joueurs qui aiment prendre le temps de réfléchir et de construire quelque chose. L'expérience est posée, réfléchie et offre une vraie satisfaction lorsqu'on voit ces villes fonctionner comme on l'avait imaginé. Je trouve le plus réussi dans le jeu, c'est cette capacité à raconter une histoire de civilisation avec des moyens assez simples. Quelques piles de cartes, quelques catastrophes bien placées, et soudain, on a l'impression d'assister à l'évolution d'un peuple à travers les siècles. Ce mélange entre mécanique et narration émergente donne au jeu une identité assez forte. Ashen Ember propose une expérience stratégique solide et élégante. Pour les joueurs qui aiment construire, s'adapter et protéger leur civilisation au fil du temps, c'est un jeu qui mérite clairement qu'on s'y attarde. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!